Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les provinces du sud du royaume toujours et encore dans le viseur des investisseurs étrangers. Du géant polonais LUG d'annoncer son intention de s'y implanter. Spécialisé dans l'éclairage public notamment, l'appétit de l'entreprise pour les affaires est toujours aussi grand. Après Dubaï, Paris ou Londres, LUG vise désormais les provinces du Sahara marocain. Dossier paléontologie à suivre également dans ce journal avec cette grande percée scientifique, une première même, la découverte au Maroc d'une vie multicellulaire datant de plusieurs centaines de millions d'années à Ouarzazate. Que vaut cette découverte dans le milieu de la recherche et quelle suite lui sera-t-elle donnée? Un membre de l'équipe ayant conduit la recherche est avec nous en direct. Du sport également dans ce journal avec la chronique de Boubacar Benrabret. On parlera notamment football avec l'équipe nationale des joueurs locaux qui poursuit ses préparatifs en prévision du choc de demain contre le Rwanda dans le cadre du CHAN 2021. Bonsoir. Toute une plateforme digitale pour les centres régionaux d'investissement. Un chantier examiné aujourd'hui même en conseil de gouvernement tenu par visioconférence. Le conseil a également examiné 3 projets de décret. Le premier porte sur les mesures spécifiques concernant le statut de centaines de certains professeurs agrégés de l'enseignement secondaire qualifiant et des professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant. Le deuxième projet de décret est relatif au code du commerce et le troisième fixant les conditions et les procédures de la gestion du tri et de l'élimination des archives courantes et des archives intermédiaires, ainsi que les conditions et les procédures du versement des archives définitives. Les provinces sud du royaume continuent à séduire les investisseurs étrangers. Elles doivent cette incontournable attractivité à un marché des plus prometteurs et à un climat des affaires des plus avantageux. Les industriels polonais sont au cœur de cette dynamique, notamment un groupe polonais qui est spécialisé dans la fabrication de luminaires industriels et d'infrastructures. Une déclaration d'intention d'investissement vient d'être signée à cet effet. Tout de suite les détails en compagnie de Mérim Elmissi. Zielona Góra, ouest de la Pologne. Ici se trouve le siège de LUG, la société qui assure l'éclairage de la capitale, Varsovie. L'entreprise n'est plus à présenter sur le marché européen. Son site de production tourne à plein régime. Fabrication de luminaires industriels et d'infrastructures, d'éclairage décoratif et d'extérieur des bâtiments publics. Après Dubaï, Paris ou Londres, pour ne citer que ces grandes capitales, c'est au Maroc que cet industriel polonais souhaite opérer. Dans son viseur, les provinces du Sahara marocain. Notre choix d'étendre notre activité au Maroc renvoie à la haute qualité de son infrastructure et au nombre important de projets dans lesquels nos produits pourraient potentiellement servir. Notre entreprise se montrera très performante sur le marché marocain, j'en suis persuadée. Une volonté désormais matérialisée. Une déclaration d'intention d'investissement est signée en présence de l'ambassadeur du Maroc en Pologne, préparant le terrain à une première visite de prospection dans les provinces du Sud. Les représentants de LUG sont fortement intéressés par le marché marocain et les opportunités qu'offre le Royaume du Maroc, notamment dans les provinces du Sud. La stabilité politique du Royaume, sa situation économique, la qualité des infrastructures et son ouverture vers l'Afrique, qui sont le fruit des réformes engagées par Sa Majesté le roi Mohamed VI, ont suscité leur intérêt. Actif dans les domaines de l'éclairage intelligent et des villes intelligentes, le groupe polonais entend aider les municipalités à mieux s'adapter aux besoins de leurs citoyens et gérer plus efficacement la vie en ville. Il vient s'ajouter à de grands groupes polonais qui avaient exprimé leur volonté d'investir dans les villes du Sahara marocain, notamment la société de production de poteaux électriques Allumast, la société F-Charge de construction de l'infrastructure de recharge de voitures électriques ou encore la société Emer, spécialisée dans la production de graisses liquides animales. Paléontologie avec cette grande percée scientifique. Il s'agit de la découverte au Maroc d'une vie microbienne extrémophile, c'est-à-dire qui peut vivre dans des conditions extrêmes de température et au plan physico-chimique. La zone où la découverte a été faite est située à Ouarzazate, près de la localité d'Aman Tezgert.
un site bien connu de la communauté scientifique internationale. Cette nouvelle découverte conforte la thèse selon laquelle la vie multicellulaire a toujours existé en harmonie depuis des centaines de millions d'années avec le milieu bactérien qui contribue à produire de l'oxygène, carburant essentiel de la vie sur Terre. Cet exploit est l'œuvre d'une équipe internationale pluridisciplinaire, équipe qui comprend plusieurs scientifiques marocains de renom. Et pour en parler plus longuement avec nous en direct de Marrakech, docteur Ibtissam Charqi. Docteur Charqi, bonsoir. Vous êtes membre de l'équipe de recherche. Nous le disions, la découverte en question a été le fruit des travaux que vous avez menés dans le cadre de vos études doctorales. Qu'est-ce qui fait d'abord, qu'est-ce qui en fait une première scientifique ? Alors, pour mettre un petit peu le grand public un petit peu dans le bain, la vie sur Terre a apparu il y a 3,5 milliards d'années sous forme de bactéries. Et c'est ces bactéries qui ont contribué à la production d'oxygène et qui ont rendu l'atmosphère terrestre plus riche en oxygène et plus favorable au développement de la vie. Et c'est dans ce cadre qu'un projet financé par l'Académie Hassan II, qui a été mené en collaboration avec l'Université de Poitiers et le CNRS, pour comprendre et chercher les traces de vie ici en Maroc, puisqu'on a encore des terrains vierges favorables à une telle trouvaille. Alors, on s'est intéressé pour comprendre les conditions du paléo-environnement, des conditions physico-chimiques auxquelles ces organismes ont pu se développer. Et la surprise, c'était qu'on a trouvé des communautés microbiennes qui ont pu s'adapter à des conditions physico-chimiques extrêmes, normalement non favorables au développement de la vie, en général pour la théorie classique. Alors, je cite parmi ces conditions un lac qui est volcanique avec des températures très élevées, environ 100 degrés C, une salinité très élevée aussi, alcalinité élevée, un pH qui est entre 9 et 12. Et c'est toutes ces conditions, normalement, on ne doit pas trouver de la vie. Et c'était tellement étonnant. Et ça semble invraisemblable. Oui, la chose qui donne plus d'analogues et qui ouvre plus de questions et plus d'hypothèses pour trouver la vie dans les planètes extraterrestres comme Mars. C'est justement toute la dimension exceptionnelle de cette découverte. Des recherches donc qui ont abouti, une précieuse découverte, nous vous en félicitons d'ailleurs. Et maintenant, docteur Charqi, quels sont plus concrètement les horizons qui s'ouvrent avec cette grande réussite ? Alors, les horizons, c'est comme j'ai mentionné, ça ouvre les différentes possibilités de trouver de la vie dans les différentes planètes extraterrestres et pourquoi pas aussi les galaxies. Des autres galaxies à part la nôtre. Et ça nous aide aussi à aller encore plus dans cette voie pour comprendre comment déjà ces organismes ont pu non seulement s'adapter à ces conditions, mais aussi s'améliorer et se développer dans ces conditions normalement non viables et hospitalières. Et en espérant rester en collaboration avec l'Université de Poitiers et avec le CNRS et bien sûr l'Université Qadi pour aller plus loin dans cette recherche. Bon courage à vous. Bon courage à vous et à toute l'équipe. Docteur Ibtissam Charqi, merci pour cet éclairage. Et paléontologie toujours, avec cette fois-ci la mise en échec d'une tentative d'exportation illicite de près de 200 kg de pièces géologiques. Les objets saisis se sont avérés être des pièces interdites à l'exportation et sont composés de dents non travaillées et d'ossements relatifs à des mâchoires, vertèbres, côtes et fémurs de vertébrés faisant partie du patrimoine géologique national. À présent, le point sur le bilan journalier lié au Covid-19. Pendant ces dernières 24 heures, 1164 nouveaux cas confirmés sur un total de plus de 15 995 tests réalisés, 1346 nouvelles rémissions depuis hier 18 heures et 33 décès. Le nombre des cas actifs s'élève pour sa part à 16 329. Celui des cas sévères ou critiques est pour sa part de 797, dont 68 personnes qui sont intubées.
Problématique des maisons menacant ruine, cette fois-ci avec les opérations de recensement des habitants concernés qui vont bon train. Hier, nous vous avions parlé déjà du quartier Derb Moulay Cherif à Casablanca. Eh bien, coup de projecteur ce soir sur l'arrondissement, toujours à Casablanca, d'Elfida Mersultan. Les travaux d'inventaire y suivent toujours leur cours et les habitants s'impatientent bien sûr pour bénéficier d'un programme de relogement. Tout de suite, les détails en compagnie de Ahmed Hamri et Sarah Katir. Nous sommes au quartier d'Erf Sultan à Casablanca. Ici aussi, plusieurs maisons menaçant ruine se sont effondrées suite aux dernières précipitations qu'a connues la métropole. Les eaux ont rendu très fragiles ces vieilles bâtisses, ce qui a poussé les autorités de la ville à procéder à la destruction définitive de certaines demeures et de recenser leurs habitants en attendant un relogement. La mise en place des barrières de sécurité pour protéger les piétons, l'étaillement des constructions pour les stabiliser et l'évacuation de plusieurs ménages. Les habitants de ces maisons menaçant ruine ont été évacués et en attendant leur relogement, ils se débrouillent tant bien que mal afin de survivre à cette situation. C'est pour notre sécurité qu'on a été évacués de notre maison. Moi, j'habite maintenant chez un ami alors que ma femme est retournée vivre chez elle. J'habite dans cette maison depuis plus de 60 ans et là, je dors dans la rue après mon évacuation. Il y a 300 familles qui ont été évacuées de ces quartiers et qui attendent d'être relogées. Mais un problème de stock de logements sociaux va retarder cette opération. Les maisons menaçant ruine à Casablanca causent malheureusement des tragédies, un phénomène qui nécessite des interventions opérationnelles et une rénovation urbaine. Et retenez à présent les hauteurs de pluie relevées en millimètres pendant ces dernières 24 heures. 16 mm donc pour Chefchaouen, pour Ifrane 15, pour Ifrane et Teza 15, 10 à 11 mm pardon, à l'Arayesh, 9 à Tanger et Tétouan, 8 à El Jadida, 6 à Meknes et Ben Slimane, 5 à Rabat et Salé, 4 à Casablanca Anfa, Noissar, Stat et Tet Mellil, 2 mm enregistrés à Fès et Sidi Slimane, 1 mm pour Mahmedia et Safi, et puis moins d'1 millimètre à Oujda, Husseima, Ribga, Marrakech, Essaouira Aéroport et Taourit également. Les dernières précipitations, justement, elles ont permis d'améliorer le taux de remplissage des barrages. Ce taux global a évolué de 37% le 1er janvier à 44,8% actuellement, soit une réserve d'eau stockée de plus de 7 milliards de mètres cubes. La région Souss-Massa a bien profité de ces pluies bienfaitrices et focus tout de suite sur le barrage d'El Souss qui est déjà rempli à 100%. Les développements avec Nissal El Hamdaoui. Le barrage Ahl Souss, commune rurale d'Aït-Mzel, affiche une bonne santé. Les dernières précipitations ont été suffisantes pour le remplir en entier. Les années de sécheresse ne sont plus qu'un lointain souvenir. Actuellement, le taux de remplissage du barrage est de 100%, en comparaison avec l'année dernière, lorsque ce taux ne dépassait pas les 70% pendant la même période. Les apports actuels ont atteint les 2 millions de mètres cubes. Nous sommes dans la station de traitement des eaux du barrage El Souss. Aujourd'hui, et il tourne à plein régime. Les dernières pluies augurent de la fin des problèmes d'accès, un besoin vital. Nous nous réjouissons des dernières pluies bienfaitrices qui vont nous permettre d'alimenter en eau potable la région d'Aït Baha et les douars avoisinants, et ce pendant plusieurs années. Du côté des terres agricoles, le vert reprend ses droits. Le moral des agriculteurs de la région semble repartir à la hausse. Dieu soit loué pour ces dernières pluies qui ont revigoré nos terres. Les olives promettent une bonne croissance. Et vous voyez par vous-même, l'herbe a bien poussé ici. Cela fait 8 ans que les pluies se faisaient rares. Mais aujourd'hui, les agriculteurs sont en autosuffisance.
L'abondance de l'eau dans la région de Souss-Massa annonce une production agricole généreuse et des jours meilleurs, sans souci d'accès aux sources de vie. Nous sommes jeudi et c'est l'heure de retrouver Boubacar Benrabret pour un tour d'horizon de l'actualité sportive. Boubacar, deuxième épisode, le tout premier en ma compagnie et c'est un extrême bonheur, je tiens à le dire en début de cette chronique. Alors Boubacar, on va débuter avec le CHAN qui se poursuit au Cameroun. Qu'en est-il de l'équipe nationale? Bonsoir Nisséline, l'équipe nationale poursuit donc ses préparatifs pour le match qui est programmé demain. Nous verrons le tableau tout à l'heure. Donc l'équipe nationale des joueurs locaux doit monter, il faut le dire, en puissance pour conserver donc son titre continental. Les botolistes donc reprennent des forces avant donc ce match face au Rwanda. Rappelons que le Maroc avait difficilement battu le Togo 1-0. C'était lors de la première rencontre. Beaucoup d'occasions raté donc ce jour-là, notamment par l'infatigable Ayoub El Kabi. J'espère que ça ira mieux demain. Alors justement, demain, c'est le deuxième match. À 17h, c'est à Douala face au Rwanda. Et puis l'autre match du groupe C, c'est l'Ouganda-Togo qui est programmé à 20h, toujours à Douala. Pour le dernier match de ce premier tour du groupe C, mardi 26 janvier, le Maroc sera opposé à l'Ouganda à 20h à Douala. Et toujours à 20h, eh bien, le Togo sera opposé au Rwanda et ça sera dans la ville de Limbe. Et Boubacar, restant branché football, mais cette fois-ci en Espagne, je sais que vous êtes madrilène. Qu'est-ce que ça fait de se faire éliminer d'une coupe aussi prestigieuse par une équipe, disons-le, mineure, Boubacar? Est-ce le naufrage de Zinedine Zidane? C'est le sport et ça arrive. C'est vrai que le Real de Madrid ne tourne pas rond en ce moment. Un faux pas du Real de Madrid hier face donc à Alcoyano. J'ai jamais connu cette équipe, modeste équipe de division. C'est l'équipe qui a été le plus recherchée hier sur le moteur de recherche équipe de division 3, c'était en 16e de finale de la Coupe du Roi. Les Madrilènes ont perdu donc 2-1 après les prolongations. Et ce soir, je sais que c'est ton équipe préférée, c'est le Barça qui fera donc son entrée dans la compétition face à Cornellà, équipe également de Division 3 espagnole qui a éliminé, eh bien, écoutez bien Nisrine, l'Atlético de Madrid, un gros morceau, et c'était au tour précédent. Effectivement, Boubacar, mais soyons fair play, le Barça n'est pas mieux loti, c'est la débandade aussi pour l'équipe catalane. Et puis rien ne va en ce moment dans le foot espagnol. Dans le football espagnol, tout à fait, pour les deux frères ennemis, disons-le. Alors Boubacar, retour chez nous, au Maroc, pour parler d'une discipline que vous nous avez déjà brillamment présentée la semaine dernière. Eh bien, cette fois-ci, c'est pour dresser un portrait d'un ex-champion, un petit champion devenu grand, maintenant même entraîneur. Et puis, c'est un portrait que vous avez réalisé, je le sais, avec beaucoup de plaisir, Boubacar. Très jeune entraîneur en plus de ça. Deuxième donc et dernière partie concernant le canoë-kayak. On se fera bien entendu encore les muscles ce soir avec un portrait consacré au grand champion du Maroc et d'Afrique. Il s'agit de Youssef Ben Saïd qui est actuellement à 24 ans, Nisrine, l'entraîneur de l'équipe nationale du Maroc. On découvre. Il est monté sur le podium très jeune et depuis il n'en est jamais descendu. Il s'agit de Youssef Ben Saïd, un champion de kayak hors norme. Youssef, 24 ans, a débarqué dans le monde du kayak par coïncidence. J'ai commencé à pratiquer le canoë-kayak à l'âge de 6 ans. Normalement, j'avais le début d'asthme et le médecin m'a conseillé de faire un sport aquatique. Mon père il a cherché ici vers à Rabat, il y avait des clubs vers la rivière de Rabat, à Bourgrag. J'ai pratiqué alors le kayak, c'est une discipline sportive de compétition ainsi qu'une discipline de tourisme et de découverte, d'expérience. En 2008, il intègre l'équipe nationale junior senior alors qu'il n'avait que 14 ans.
2 ans après, il monte déjà sur son premier podium continental lors des championnats d'Afrique 2010 organisés au Maroc. Au niveau national, j'ai eu plusieurs titres du championnat Maroc et plusieurs titres pour les championnats, les Coupes du Trône. Presque toutes les catégories, du poussin jusqu'à senior, j'ai remporté tous les championnats du Maroc. Au niveau africain, on a participé à pas mal d'échéances. En Tunisie, en Égypte, en Afrique du Sud. J'ai eu la deuxième place et la troisième place. J'ai participé aussi à un championnat d'Afrique qui était organisé par la Fédération du sauvetage sportif, dont j'ai décroché une médaille d'or. Les performances s'enchaînent sous les couleurs nationales. Youssef joue depuis dans la cour des grands. Le conseil que je donnerai à ces jeunes, c'est que c'est un sport qui est très très propre, dont tu dois vraiment utiliser tout le corps. Donc c'est un travail physique. Pas une séance, 1 heure. Donc 1 heure à intervalle de 12 minutes. En 2014, il détient déjà son premier diplôme d'entraîneur avant de décrocher le diplôme d'entraîneur 2e degré en 2017. Consécration en 2018, Youssef Ben Saïd sera nommé entraîneur de l'équipe nationale de kayak. Avec la force des bras et de la voix, Youssef continue toujours sur la même voie. Bravo Boubacar pour cette chute bien inspirée et bien inspirante. Alors qu'en est-il Boubacar de l'insolite? Moi je me frotte les mains. Alors juste avant l'insolite, je voudrais signaler que la semaine prochaine, dans le cadre de la série reportage, on restera sur les eaux, on se fera encore les muscles. Il sera question de l'aviron. Parfait Boubacar, on a hâte. Alors l'insolite? Alors l'insolite, cela se passe à Nice, c'est en France, une bande de retraités qui ont décidé depuis des décennies d'aller se baigner dans la mer de Nice par temps froid. En été comme par temps froid, les températures sont très négatives. On regarde et cela fait froid aux yeux. À peine 5 degrés sur la plage de Nice. Pas de quoi refroidir cet octogénaire. C'est une question mentale, la volonté. On l'a ou on l'a pas. 20 minutes dans l'eau, il fait partie des aficionados de la baignade par tous les temps. Pour l'immunité, il n'y a rien de tel. C'est mon vaccin pour la santé. Pour l'immunité, c'est rien de tel. Le froid, c'est un anti-inflammatoire. Voilà. Comme lui, une trentaine d'habitués prennent leur bain matinal. Le secret, c'est de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Si vous commencez à mettre un pied, puis à réfléchir, puis à mettre un autre, et puis vous en mettez un devant, puis vous en remettez un derrière. Non. On arrive, on rentre et on... Durée du bain entre 5 et 20 minutes. Pour le doyen, l'histoire dure depuis 88 ans. Et en vélo, et hop, le petit verre, on les copains, on rigole un peu. On joue au ballon, puis voilà. Les passants et les quelques touristes sont quant à eux froids aux yeux en observant la scène. On se déshabiller avec tout ce qu'on a sur le dos, on n'a plus envie. Il fait beau mais l'eau est trop froide pour se baigner. Je leur dis chapeau. Je trouve que c'est une très bonne chose pour eux et j'aurais pas le courage de le faire. Le bain hivernal, une thérapie marine. Qu'en disent les médecins? Lorsqu'on rentre dans l'eau froide, ça va stimuler le système cardiovasculaire. Ça a aussi des propriétés de stimulation du métabolisme et aussi peut-être de l'immunité. Mais ça, c'est pour les gens qui le pratiquent de manière régulière. Les amateurs du bain hivernal semblent retirer de ce dernier un sentiment de plénitude proche de l'euphorie. Ça, c'est certain, des bienfaits extraordinaires, mais il faut beaucoup de courage pour plonger. Et c'est un sport comme les autres sports également. Tout à fait, Boubacar, c'est cette parenthèse très très froide qui clôt ce journal, mais on se retrouve la semaine prochaine avec toujours le même plaisir et toujours la même chaleur humaine, Boubacar. C'était la fin de ce journal, merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir.